Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour un premier vlog qui, j'espère, ne sera pas le dernier. Je reviens très souvent et je repars très rapidement. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez probablement très souvent me voir chez moi pour deux raisons. Parce que la première est qu'il fait extrêmement chaud à l'extérieur. Nous, on a la chance d'avoir la clim à la maison parce que sinon, ça serait invivable. Il fait des chaleurs monstrueuses. On est sur des 40 degrés, voire plus. Et la seconde raison, c'est que je vais commencer à travailler de chez moi, pour des projets personnels, donc des projets qui ne seront pas malheureusement rémunérés, mais j'espère que ça portera ses fruits. Je me lance dans ma réalisation d'animation. Ça sera pour un très court métrage et ça prend énormément de temps. Je n'ai pas forcément les skills pour, j'apprends en autodidacte. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez souvent me voir chez moi, travailler de chez moi. J'aimerais aussi dans cette chaîne pouvoir aussi de temps en temps discuter de sujets qui me traversent l'esprit, qui me tiennent aussi à cœur. Donc voilà, c'est un peu une sorte de réorientation, on va dire, de la chaîne, mais on va toujours parler de lecture, de cinéma, d'art. C'est toute forme d'art qui m'intéresse un tant soit peu, je l'aborderai avec vous. Petite update lecture, j'ai terminé récemment le premier tome des Aventuriers de la Mer, pas les tomes, pas l'intégrale, mais le premier tome dans l'intégrale, parce que je crois que chaque intégrale correspond à 3 ou 4 tomes. Le premier intégral des Aventuriers de la Mer contient, je crois, 3 petits tomes. Moi, j'en ai terminé un sur ces 3 et j'ai adoré. En fait, j'ai terminé l'année dernière la saga de l'Assassin Royal première époque et je sais que il faut lire entre les deux époques les Aventuriers de la Mer. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui l'Assassin Royal. C'est une saga de fantasy de Robin Hobb, une autrice que je trouve incroyable, très inspirante, où elle utilise vraiment la fantasy pour traiter de thématiques et de sujets qui sont lourds, politiques, humains, engagés aussi. Donc très rapidement sur l'Assassin Royal, il s'agit donc, comme je vous disais, d'une saga de fantasy où on va suivre Fitzchevalery, qui est le bâtard de la famille royale, la famille Loinvoyant, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est la famille royale des 6 duchés. C'est un peu à la Game of Thrones, sauf que c'est beaucoup moins trash et gore pour rien. C'est beaucoup plus nuancé, je trouve. Hobbes, il mêle vraiment intrigue politique, magie, aventure, mais surtout une exploration très humaine sur l'identité, sur la loyauté, la famille, le sacrifice, la trahison, etc. Toutes ces notions un peu psychologiques, sociales et humaines. Et c'est ça qui est génial, et tout en nous divertissant avec les différentes aventures. Et du coup, ayant terminé la première époque, je me suis lancée dans Les Aventuriers de la Mer, un cycle aussi de fantasy de Robin Hobb et qui se passe dans le même univers que l'Assassin Royal. C'est pour ça qu'il faut les lire dans cet ordre pour comprendre l'ampleur même de l'univers. Dans Les Aventuriers de la Mer, on va délaisser Fitzchevalery, que je vais retrouver dans la deuxième époque, pour poursuivre de nouveaux personnages, de nouvelles familles. Et l'intrigue, elle se passe dans le Terryville, qui est une ville très axée dans le commerce maritime. Et l'histoire tourne notamment autour de navires vivants. De posséder un navire qui est vivant renforce aussi vos chances dans le commerce maritime. Le navire est beaucoup plus rapide, etc. Et du coup, bon, en lisant ce premier tome, comme je vous disais, j'étais tout de suite prise dedans, surtout grâce à un personnage qui est Althea, qui est la fille d'un capitaine d'un navire qui va se faire réveiller. En gros, ce sont des navires qui sont faits avec du bois sorcier. Et ce bois sorcier, au fait, il est réveillé au bout de 3 générations. Et il y a un moment dans l'histoire où justement la famille d'Althea est à sa 3e génération. Et le bateau que la famille possède va se faire réveiller. Et pour que le bateau fonctionne, il faut qu'un membre de cette famille soit sur le bateau. Et en gros, ce n'est pas un spoil parce que c'est le tout début. Althea va faire face à une injustice. Et c'est une fille qui ne se laisse pas faire. Et c'est ça qui fait qu'on s'y attache tout de suite et on partage son injustice et sa révolte.
elle est un peu gâtée parce qu'elle fait partie des grandes familles commerçantes. Sous cet univers de fantasy, de magie, etc., il y a toujours un fond extrêmement politique, extrêmement engagé. Dans les aventuriers de la mer, on va traiter de la traite de l'esclavage, d'une forme de colonisation aussi, de toujours d'intrigues politiques, de magouilles, de corruption et de beaucoup de fonds très réaliste. Entre-temps, hier soir, j'ai commencé un nouveau livre qui est L'aveuglement de José Saramago. Si je le prononce mal, veuillez m'excuser. Dans ces derniers temps, je lis extrêmement peu. Je suis axée cinéma ces derniers temps, jusqu'à regarder 4-5 films par jour. Bon, j'abuse, c'est quelques fois que j'en ai regardé autant, mais bref, je regarde beaucoup de films dernièrement. Je vous en parlerai à partir de maintenant. Et bref, du coup, je n'avais pas autant de temps pour lire. Et hier soir, je me suis dit, bon, c'est une longue histoire, c'est juste qu'on voulait regarder Spartacus de Kubrick. Sauf que la version qu'on a est une version extrêmement lourde, c'est une version Blu-ray en 4K. Et notre télé ne prend pas en charge le fichier. J'ai regardé Autofiction d'Almodovar, que au début, je l'ai trouvé un peu lent et petit à petit, on comprend où veut aller le cinéaste. Il met en scène un scénariste qui est dans pas une fin de carrière, mais ce qui semble un peu être le cas. Il est en perte d'inspiration et il veut quand même écrire un scénario. Il commence à écrire et on voit le film de son scénario en même temps. Donc ça alterne entre le moment où il écrit le scénario et le film en lui-même. Le film s'ouvre sur réellement la fiction que le scénariste met en scène. Et c'est ça qui est un peu perturbant au début, mais très rapidement c'est un peu relatif, mais assez rapidement on arrive à comprendre le dispositif narratif. C'est vraiment une mise en abîme de la création, de l'écriture, de la création tout court. C'est Almodovar qui met en scène, un scénariste qui met en scène, d'autres personnages qui mettent aussi en scène, parce que c'est vraiment une mise en abîme de scénariste, en gros. Et au final, quand on a pigé le sujet en lui-même et qu'on a pigé aussi ce qu'on est en train de voir, parce que c'est trompeur vu que le film s'ouvre sur la fiction d'une fiction. Dès qu'on a compris le dispositif, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que Almodovar vraiment questionne, et je me demande est-ce qu'il ne donne pas carrément une réponse à la fin, mais en gros il questionne les limites, la limite de l'inspiration, la limite éthique de l'inspiration, et c'est une question qui peut se poser dans toutes les formes d'art. À quel moment c'est éthique, c'est comment dire, voilà, à quel moment, jusqu'à quel moment c'est acceptable de s'inspirer pour créer. Donc, quelle est la limite entre l'inspiration et la création? D'où le titre Autofiction. C'était très intéressant, surtout que ce que j'ai bien aimé, c'est que Almodovar met en scène un scénariste qui lui-même met en scène cette question avant même qu'il n'affronte cette question dans la réalité. Et vraiment, il y a vraiment les deux qui s'imbriquent, la fiction et la réalité, l'inspiration et la création, tout qui s'imbrique. Et bon, moi personnellement, je pense que Almodovar donne une réponse à la fin, mais il met en scène quand même les conséquences justement de cette inspiration quand les sujets qui nous inspirent ne sont pas en adéquation avec le fait d'être des muses, en gros. C'était vraiment un film assez intéressant. Et du coup, après avoir regardé Autofiction, on a regardé un film auquel je n'ai absolument pas adhéré, qui n'a vraiment pas du tout fonctionné en moi, qui est Allemagne année zéro de Rossellini. Je trouve que c'est un film qui est politiquement discutable. J'en dis pas plus. Parce que ça serait trop long à aborder. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée en décortiquant vraiment le film. Bref, c'est un film qui n'a pas du tout fonctionné en moi. Et contrairement à un autre film italien
qui est sorti à la même époque, si je dis pas de bêtises, normalement à la même année. Mais si je me trompe, je vous mettrai l'année ici, qui est un film des Sika, je sais pas si je le prononce bien, c'est le premier film de ce cinéaste que je regarde, qui est Le voleur de bicyclette. Et dans la mise en scène, fait en sorte qu'on est tout de suite happé. On est impliqué par le sort de ce père de famille qui va subir une injustice. Je vous en dis pas plus pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. C'est un classique du cinéma. Je pense que beaucoup le connaissent ce film. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je le regarde. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore regardé. Allez-y, allez-y, foncez, les yeux fermés. C'est magnifique. C'est un film magnifique et qui, pour le coup, là, il montre de manière implicite déjà les conséquences de la guerre vue par des Italiens, notamment cette cellule familiale et surtout ce père et ce fils, parce qu'on va suivre un père avec son fils, et on va voir à quel point comment dire, à quel point une chose peut-être banale peut impacter autant le sort et la vie de toute une famille. Et surtout, ce qui est génial dans ce film, c'est que le cinéaste montre que une des conséquences de la guerre, c'est qu'elle brouille les frontières entre la nécessité et l'illégalité ou la criminalité. Et, et c'est des notions qui ont toujours été abordées depuis Les Misérables de Victor Hugo jusqu'à aujourd'hui. Ben, cette frontière de la moralité qui devient assez confuse quand la survie nécessite de faire des choses immorales. Voilà. Et la fin, bref, je vous laisse découvrir. Et bref, j'ai commencé à parler de films alors que je devais parler de livres. Ayant regardé Allemagne année zéro, je me suis dit, on va poursuivre avec, sachant qu'il était déjà 1h du mat, je voulais poursuivre avec Spartacus qu'on avait commencé, on a regardé 1 heure, mais le film n'était pas dans la meilleure, dans une qualité optimum, on va dire ça. Et du coup, bref, on n'a pas pu le regarder parce que la télé n'a pas pu prendre en charge le film. Donc je me suis dit, au lieu de passer, je sais pas moi, une demi-heure à choisir quoi regarder d'autre, je me suis dit, bon, ça serait bien de lire un peu pour pouvoir dormir. Et c'est ce que j'ai fait. Waouh, là l'intro interminable pour finalement parler du livre. Et du coup, j'ai commencé à lire L'aveuglement de Saramago. Et l'ouverture de l'histoire, je l'ai trouvé géniale. En fait, l'histoire s'ouvre sur un embouteillage, des embouteillages, dû à un feu tricolore, un feu rouge. Et à ce moment-là, déjà rien que l'ouverture, le début de l'histoire, l'incipit, je sais pas comment on prononce ça, elle était vraiment d'une musicalité géniale. Bon, c'est une traduction, l'auteur est portugais, donc j'imagine que ça a été traduit du portugais. Bref, et du coup, tout de suite, la musicalité de ce début a fait que je sois tout de suite prise dedans. Plus le fait que ça commence par des embouteillages, par un arrêt, par une immobilité, et ce qui va poursuivre va aller dans ce sens, puisque le moment où le feu rouge passe au feu vert, il y a un véhicule qui ne démarre pas. Et du coup, il est interpellé par... il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, j'espère que ça ne s'entend pas. Il est interpellé par les autres automobilistes. C'est au moment où beaucoup de personnes vont l'interpeller qu'on va découvrir que cet homme ne démarre pas parce qu'il est devenu aveugle. Et c'est pas une cécité normale, dans le sens où c'est une cécité obscure. C'est à l'inverse, c'est une cécité blanche, très laiteuse, etc. Et du coup, on va poursuivre cet homme qui devient aveugle comme ça de manière très subite. On va poursuivre
son parcours pour essayer de comprendre pourquoi il est devenu aveugle. Donc, il va aller chez le médecin. Et c'est une épidémie de cécité laiteuse qui va s'enclencher. Je suis qu'au début et je trouve ça génial que l'auteur ait commencé par une immobilité qui, euh, qui va se poursuivre par un aveuglement, donc une perte aussi, une perte de, une perte aussi de mobilité, parce que pour quelqu'un qui devient aveugle subitement, n'aura plus la même mobilité qu'il avait en ayant la vue, en gros. Et je pense que c'est une histoire assez métaphorique. Je ne sais pas encore quel est le sens de cet aveuglement, mais je pense qu'il va être assez politique, je pense. Pour le moment, je ne fais que supposer, hein. Donc, je vous tiendrai au courant quand j'aurai avancé dans cette lecture qui est très bien partie.